Bonjour tout le monde. Merci euh, de nous avoir rejoints aujourd'hui. On va attendre peut-être une autre petite minute ici pour s'assurer que tous les participants vont se connecter. Donc, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour notre webinaire sur les technologies CMMC. Moi, je suis Derek McNiven. Je m'occupe du développement des affaires et des partenariats ici chez StreamScan. Je vous présente mon collègue Christopher. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Christopher. Moi, je suis CMMC RP ici à StreamScan. J'ai accompagné à peu près 30 entreprises à date pour leur certification CMMC. Puis, on a eu 5 certifications complétées. On fait une cette semaine, puis une la semaine prochaine. Donc, on va être à 7 très, très bientôt. Je crois que l'équipe va être occupée aussi cette année en 2026. Donc, on va vous présenter l'agenda du jour. Aujourd'hui, on va survoler un peu qui on est, qu'est-ce qu'on fait chez StreamScan. On va vous donner une mise à jour sur les calendriers CMMC, PCCC, qui a eu des petites nouvelles dernièrement. Par la suite, on va parler de la conformité et du point de vue de l'auditeur. Donc, qu'est-ce que l'auditeur recherche euh, au niveau des audits pour la CMMC. Et ça va introduire le sujet principal aujourd'hui, qu'on va discuter des actifs et du périmètre CUI, donc tout l'aspect technologique qui entre en jeu. On va parler des défis et des solutions vis-à-vis ces actifs et le périmètre de CUI, des technologies. Et on va discuter aussi des fournisseurs de services externes qui sont critiques à ces types de projets de conformité. Et on va introduire la matrice de responsabilité aussi, parler de l'importance de ce document. Euh, on va conclure avec comment que StreamScan peut vous aider à cet effet, puis donner un résumé des points clés à retenir au niveau de la présentation aujourd'hui. Puis on va ouvrir à quelques questions si le temps nous permet. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Ajoutez-les dans le Q&A. On pourra y répondre par la suite. Donc, StreamScan. Euh, Juste un instant, je crois que Chris, est-ce qu'on voit la présentation Oui, de mon côté, c'est bon. à l'écran? OK, parfait. Donc, StreamScan, on est une firme de cybersécurité opérationnelle. On est en affaires depuis 2011. On est 100% canadien. On a quarantaine d'experts qui œuvrent chez StreamScan dans plusieurs activités reliées à la cybersécurité. On a des brevets technologiques reliés à la IA aussi, qui est un élément clé de nos technologies qu'on a développées au sein de la CNRC au Canada. Et aussi, nous sommes certifiés CMMC nous-mêmes, donc on est la seule entreprise au Québec qui est certifiée, pas le seul au Québec, mais au Canada, qui est certifié CMMC niveau 2. Notre organisation est aussi accréditée par le CyberAB comme un RPO et nous avons plusieurs individus sur l'équipe, comme Chris, qui ont des accréditations individuelles, qui ont suivi certains niveaux de formation au niveau du CMMC. Et aussi, nous sommes certifiés ISO 27001, SOC 2 Type 2. Donc, on parle non seulement de la conformité pour nos clients, mais StreamScan suit ses propres conseils aussi au niveau des conformités en cybersécurité. Donc, pour vous présenter en général
les activités d'affaires de StreamScan. Donc, on a trois piliers à notre entreprise. Le premier, c'est d'un aspect stratégique. Donc, tout ce qui est relié à la gouvernance, conformité, relié à la cybersécurité, que ce soit CMMC, PCCC ou autre, on peut supporter les organisations dans l'obtention de ces certifications-là. Euh, euh, D'un aspect sécurité opérationnelle, ça, c'est le core de notre business. Donc, on a un SOC où est-ce que nous surveillons les infrastructures pour nos clients qui opèrent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et on peut vous offrir des services de surveillance, soit avec vos outils, avec les outils StreamScan. On peut aussi faire du pen testing, des tests de vulnérabilité, etc. Et finalement, on peut vous aider dans un cas où vous aurez un réponse à incident suite à un cyberattaque. Donc, c'est pas les activités qu'on aimerait nécessairement faire avec des clients, mais on a cette expertise et capacité-là de vous aider si jamais vous vous trouvez dans une telle situation. Donc, pour rentrer dans le sujet, pour vous donner un petit mise à jour sur où est-ce qu'on est aujourd'hui au niveau de la conformité CMMC, si vous allez sur le site du Chief Information Officer pour le DoD ou Department of War, on voit clairement que depuis le 10 novembre, le CMMC est lancé. C'est très rare qu'on voit sur un site gouvernemental l'écriture en rouge avec des capitales, que c'est souligné en jaune. Donc, Chris va vous parler un peu des différentes phases qu'on y retrouve, qui sont commencé en vigueur le 10 novembre 2025. Donc, Chris, peux-tu partager une petite mise à jour au niveau des phases du déploiement? Oui, donc là, on est en phase 1. Ça a débuté le 10 novembre. Donc, ce que ça veut dire, c'est tous les nouveaux contrats qui vont sortir après le 10 novembre vont avoir des requis CMMC, donc niveau 1 ou niveau 2. Donc, ça, c'est pour tous les contrats après le 10 novembre. L'année prochaine, le DoD va commencer à retourner en arrière pour regarder les contrats qui sont déjà en vigueur pour appliquer des réglementations de CMMC niveau 1 ou niveau 2 sur des contrats. Et l'année après ça, en 2027, les évaluations de niveau 3 vont débuter pour les grosses entreprises et aussi pour des contrats qui sont très, très critiques à le département de la guerre. Et l'année après, ça va être un déploiement complet. Donc, chaque contrat euh, qui est sorti, ça peut dater de 20 ans, ça peut être très, très nouveau, vont tout avoir un requis CMMC indiqué là-dessus. Dernièrement aussi, on a eu des nouvelles pour le programme canadien de certification en cybersécurité, euh, dans lequel la phase 1 va débuter sous peu. Moi, j'ai entendu de quelques gens qui parlent directement avec le DND qui ont eu des demandes pour se certifier à un niveau 1. Par contre, le programme est un peu différent de celle américaine. Mais Chris, que StreamScan a participé à une rencontre d'industrie à cet effet dernièrement, puis partager la mise à jour au niveau des dates qui s'en viennent pour la norme canadienne. Oui, donc ici, en mars 2026, ce qui va débuter, c'est le niveau 1. Donc, ils vont ouvrir la plateforme où vous pouvez aller donner vos scores pour dire qu'on est prêt pour le niveau 1. Donc, ce qui va arriver différemment qu'en États-Unis, c'est ici au Canada, on doit passer par le niveau 1 avant de passer vers le niveau 2. Après ça, l'année prochaine, le niveau 2 va commencer. Ils vont commencer à trouver des auditeurs pour faire le niveau 2. Puis le 2027, ils vont commencer niveau 3. Puis là, on va tous les voir dans les contrats aussi, comme en États-Unis. Donc, au lieu d'avoir 4 phases, ils vont faire dans 3 phases ici au Canada. Merci, Chris. Donc, quelques mois de retard sur la norme.
américaine, mais ça s'en vient. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin pour un audit CMMC? Donc, les gens, souvent, quand ils pensent à la CMMC, ils pensent que c'est un projet de TI, ils pensent que c'est un projet de cybersécurité. Mais la réalité, c'est vraiment un projet de conformité qui combine tous ces aspects-là. Et c'est sûr que la technologie, ça joue un rôle, mais juste en déployant des outils et des technologies, ça ne veut pas nécessairement dire que vous êtes conforme. Donc, il y a plusieurs éléments critiques à être conforme. C'est d'avoir la documentation, euh, c'est d'avoir les outils déployés, mais aussi les outils gérés et les preuves à cet effet. Donc, Chris, on a passé à travers de plusieurs audits, présentement avec des clients incluant la nôtre. Qu'est-ce qui sont les éléments critiques qu'on voit que les auditeurs recherchent? Ouais, la première chose qu'ils vont regarder, c'est votre documentation. Est-ce que vous pouvez prouver, pas juste prouver comme évidence, mais prouver dans les documents que vous faites ce que vous dites? Euh, c'est une des choses qu'ils vont regarder même avant que l'audit commence. Ils vont regarder votre SSP, votre System Security Plan. Ils vont regarder ça en détail. Ils vont regarder les procédures. Ils vont regarder euh, tous d'autres documents qu'ils peuvent trouver qui vont supporter ce que vous dites. Après ça, ils vont regarder les évidences ou les preuves un par un. Puis là, ils vont faire des interviews pendant les meetings durant la semaine d'audit. Donc, on voit avec ce processus-là, il y a plusieurs défis organisationnels qu'on voit. Euh, euh, donc, principalement, il y a tellement de contenu par rapport au CMMC, si on lit le NIS 871, si on lit tous les briefings, etc., c'est des centaines, sinon des milliers de pages ici, comme on voit sur le site du DoD. Donc, l'interprétation euh, de les normes et traduire essentiellement qu'est-ce qui est nécessaire. C'est pas tous les jours que les entreprises ont ce type d'activité ou de projet. Donc, la connaissance et l'expérience de la matière euh, pour s'assurer qu'on met en place qu'est-ce qui est nécessaire pour être conforme et critique. Et souvent, c'est là les enjeux qu'on voit avec les entreprises que, bon, ils prennent les efforts, le temps pour s'informer sur le sujet. Par contre, qu'est-ce que ça veut dire pour leur réalité? Qu'est-ce que ça veut dire pour leur organisation? C'est pas toujours évident. Euh, en troisième lieu, la capacité des ressources internes, généralement, est un défi aussi. Donc, vous mettez votre emphase sur les activités d'affaires pour votre entreprise, pour le développement de votre entreprise, pour les opérations, etc. Et maintenant, on vous demande d'obtenir la certification la plus stricte au niveau de la cybersécurité sur le marché. Donc, on voit souvent qu'il y a un manque de ressources à l'interne pour travailler sur ce projet-là. Donc, on a touché brièvement un peu, Chris, les éléments que les auditeurs recherchent au niveau de la certification. Peux-tu parler un peu de vraiment les quatre aspects sur lesquels qui cherchent à valider que vous avez tous les sous-contrôles et les preuves en place? Oui, donc, comme j'ai parlé un peu, premièrement, c'est les documents. Ils vont regarder les documents, regarder que c'est tout ce que vous faites dans vos configurations à l'interne sont bien définis dans le document. Donc, pour le CMMC, euh, si vous avez quelque chose qui est en place, un contrôle qui est en place, mais il n'est pas documenté, pour l'auditeur, c'est comme vous faites rien. Et c'est le même pour l'inverse aussi. Si c'est documenté, pas implémenté, ben, c'est normal que ce n'est pas implémenté. Donc, pour eux, ils ont besoin de ces deux facteurs-là. Donc, regardez écritement, est-ce que c'est fait? C'est quoi les configurations? Après ça, ils vont aller regarder dans vos évidences pour voir est-ce que c'est les mêmes choses que vous dites. Après ça,
ils vont décider si c'est assez ou non. Puis dernièrement, ils vont faire des interviews avec certaines personnes. Peut-être qu'ils vont demander des tests durant votre semaine d'audit pour demander un peu plus d'informations ou prouver encore plus ce que vous faites. Il ne faut pas oublier aussi que c'est ancré sur la protection du CY. Donc, le but de la certification, c'est pas de mettre un périmètre autour de toute votre infrastructure TI, mais uniquement relié aux documents qui sont jugés sensibles, comme le CUI que vous auriez dans votre possession. Donc, tout ce qui est autour de prévenir, détecter, réagir et démontrer comment que vous euh, exécuter ces activités-là autour de la protection de CY est critique euh, au projet. Donc, quand on parle des actifs CY, Chris, dans un environnement pour les organisations qui sont dans le bain avec le projet, il y a plusieurs catégories d'actifs de CY à considérer, parce qu'il ne faut pas oublier, encore une fois, c'est tout ce qui ça touche tout ce qui transige et protège et stocke ces données-là. Donc, peux-tu décrire un peu ces actifs-là? Ici, il y a quelques exemples. On va vous partager une petite acétate assez simple de l'infrastructure. Euh, donc, Chris, peux-tu parler un peu de ces catégories d'actifs-là? Oui, donc il y en a 5. Pour le CNC niveau 2, il y en a 5. Il parle de Active CUI. Donc ça, c'est tout actif qui vont toucher ou transmettre ou stocker des CUI. Donc, si ça vient en contact avec un CUI, ça devient automatiquement un Active CUI. Sauf, il y a des exceptions. Euh, les actifs spécialisés, comme des machines industrielles, que tu ne peux pas appliquer certaines règles de sécurité sur ces machines-là parce qu'ils font juste un travail spécialisé puis rien d'autre. Tu peux pas mettre des mots de passe, tu ne peux pas mettre des GPO, tu ne peux pas créer des groupes, tu ne peux pas créer des comptes. Ça va briser la machine, donc c'est considéré comme actif spécialisé. Après ça, il y a une autre partie qui parle des protections des données sécurisées. Donc, ça, c'est tous vos firewalls, vos switches, votre IDS, IPS, c'est votre SIM, toutes ces affaires-là qui peuvent toucher au CUI, mais le but, c'est de protéger l'environnement et protéger les CUI. Donc, ils ne sont pas considérés comme des actifs CUI. Euh, ici, les actifs CUI vont être testés contre les 110 contrôles comparés à d'autres actifs qui ne le seront pas. Il y a une autre qui s'appelle des actifs haute de portée, donc ça ne touche pas au CUI et c'est logiquement et physiquement séparé de l'environnement. Donc, on va tout décrire ce qui est hors du portée de cette certification-là. Puis il y a une autre euh, asset ou actif, c'est des actifs à risque géré. Donc, ça, c'est des actifs qui sont pas logiquement ou physiquement séparés, qu'ils ne sont pas supposés d'avoir des CUI là-dessus. Que peut-être par accident, oui, mais pas supposés. Donc, ils sont dans la portée, mais ils ne sont pas testés contre toutes les 110 contrôles du CMMC niveau 2. Chris, qu'est-ce qu'il y en est pour les utilisateurs à distance? Je dirais la grande majorité des entreprises avec lesquelles on travaille, c'est des manufacturiers, ils ont des infrastructures on-premise. Euh, qu'est-ce qui arrive avec des employés peut-être qui travaillent à distance, qui auraient accès à ces CUI-là? Donc, ils deviennent automatiquement dans le scope, même s'ils travaillent à distance, même s'ils travaillent avec leur machine propre, leur machine devient une machine, un actif de CY. Donc, le but, vraiment, c'est de les enlever du scope le plus possible. Vous pouvez les laisser continuer à travailler à distance, mais s'ils veulent travailler sur des CY, c'est mieux de les dire qu'ils doivent rentrer au bureau. Ça limite le travail à faire et ça limite aussi certains contrôles qui doivent être mis en place pour ça. Donc, quand on parle de bien définir, donc c'est critique de bien définir dans une organisation, au sein de votre infrastructure, dans quelle catégorie vos actifs se trouvent. C'est critique de bien déterminer votre flux de CY pour bien comprendre ceux qui entrent en jeu. Mais qu'est-ce qui arrive, Chris, quand
quand c'est pas clair? Qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi les problèmes qu'on voit? Puis je sais que au niveau des audits qu'on a passés aussi, il y a des informations que les C3PO ont partagées avec l'équipe, donc partage avec les gens qu'est-ce que ça peut entraîner. Oui, donc la première partie, c'est si vous n'avez pas un scope défini, l'auditeur pense que les CUI sont partout dans votre environnement. Puis là, tout l'environnement, il n'est pas protégé contre toutes les 110 contrôles du CMMC. Donc, l'auditeur pense que c'est partout, donc ils vont tester partout. Aussi, quand tu fais le premier meeting avec l'auditeur pour déterminer c'est quoi le scope, ce qu'il veut voir, c'est pas juste que tu connais ton scope, mais est-ce que tu connais de quoi tu parles? Est-ce que si tu te demandes des questions, est-ce que tu peux les répondre? Est-ce que tu connais pas encore les réponses? Il veut voir votre niveau de confiance. Si vous êtes très, très confiant dans les réponses que vous donnez, quand ça vient au meeting, la semaine de la certification, si vous dites une chose, ils vont prendre ça comme la vérité. Si vous ne savez pas ce qu'est votre scope, vous n'avez pas des bonnes réponses pendant ce premier meeting-là, qui peut être 4, 5, 6 mois en avance de votre certification, il prend ça en note aussi. Donc, être très, très sûr que vous connaissez votre scope avant de commencer à parler aux auditeurs parce qu'il prend des notes sur ce sujet-là. Et aussi, donc, dans les grandes lignes, ce qu'on voit généralement, c'est si c'est pas clair, ça peut entraîner des délais, ça peut entraîner des efforts additionnels parce qu'il y a plus d'assets qui rentrent dans le scope. Donc, l'auditeur, il fait un peu plus de recherche pour bien s'assurer que les CUI sont bien protégés au sein de l'organisation. Puis, bien sûr, ça peut entraîner des coûts additionnels aussi que personne ne veut voir dans ces types de projets-là. Euh, Donc, on a parlé un peu dans les grandes lignes, les défis qu'on voit chez les organisations au niveau des interprétations, s'assurer qu'on a un bon scope, qu'on a bien défini les actifs CUI. Mais pour aller un peu plus granulaire, Chris, il y a trois problèmes qu'on voit survenir à plusieurs reprises, dont un, c'est que les outils, les organisations, souvent, ils ont les outils, les technologies en place. Par contre, c'est pas nécessairement géré, c'est pas nécessairement configuré. Donc, peux-tu partager un peu plus de ce qu'on voit sur le marché avec les clients? Oui, le plus souvent ce qu'on voit le plus souvent, c'est le IDS IPS qui est déployé, mais il manque la partie de surveillance. Ou c'est juste la partie de détection qui est activée et prévention qui n'est pas activée. On voit ça pas mal souvent sur certains pare-feux qui vous donnent un accès à un IDS IPS gratuit. Vous déployez, puis vous voyez toutes les détections qui passent, mais qu'il n'y a rien, il n'y a pas de règle en arrière qui force ce trafic-là ne pas rentrer dans votre système. Cette fonctionnalité, vous devez payer. Donc, pour ça, les pare-feux vous donnent ça gratuitement, la partie de détection, mais pas prévention. C'est l'exemple qu'on voit le plus souvent. C'est vraiment celui-là. C'est installé, mais mal configuré, où il n'y a personne qui prend ces alertes-là en charge. C'est critique aussi parce qu'il y a plusieurs aspects au niveau du reportage des cas de cybersécurité, le temps est critique. Donc, la CMMC recommande une surveillance active qui est critique de bien gérer ces outils-là. Un autre qu'on voit souvent, c'est la gestion des journaux. Souvent, dans les environnements, on voit que euh, c'est très siloed, c'est pas nécessairement centralisé, sont pas nécessairement surveillés non plus. Donc, peux-tu parler un peu plus en détail de ce qu'on voit de ce côté-là? Ouais, donc, pendant la semaine de la certification, les auditeurs, quand on va toucher au domaine de audit and accountability, ça part tous des journaux. Pas juste que vous les prenez puis vous mettez ça quelque part centralisé, mais est-ce que vous les fermez? S'il y a des alertes, est-ce que vous les fermez? Est-ce que il y a quelqu'un qui voit toutes ces alertes-là rentrer? Est-ce que vous pouvez générer des rapports puis tous les autres requis?
première chose qu'ils vont vous demander, c'est ils vont prendre la liste de tous les journaux à surveiller. Ils vont faire une comparisation vers votre SIM. Ils vont demander d'ouvrir votre SIM, puis on va regarder un Windows Event ID qui est sur votre liste. Puis si vous n'êtes pas en matière de le sortir, c'est un échec automatique pour ce contrôle-là. Donc, chaque fois que les auditeurs testent quelque chose de spécifique, puis ça ne marche pas comme c'est écrit, vous échouez automatiquement sur objectif-là. Donc, ça peut donner un échec pour votre certification complète aussi. Donc, je pense qu'est-ce qui aide souvent, c'est que la gestion des logs soit centralisée, mais aussi qu'il y ait un plan d'action autour de la gestion des logs. Comment on va les récupérer, comment on va les analyser, comment on va produire des rapports. Je pense qu'on a vu c'est critique au sein du projet dans plusieurs aspects. Le troisième qu'on voit souvent, je pense, c'est où est-ce que les CY sont stockés. Encore une fois, c'est de revenir à bien définir la portée du flux de CY, les actifs CY. Il faut que ça soit clair où ils sont au sein de l'organisation. Donc, Chris, peux-tu toucher un peu sur cet aspect-là? Cette partie-là, c'est une des premières choses qu'on va faire avec vous. On veut voir c'est quoi le scope. On veut voir qu'est-ce qui est dans le scope, qu'est-ce qui n'est pas dans le scope. Ça nous donne une bonne idée de combien de travail et combien de temps ça va prendre pour fermer tout le projet CMMC. Est-ce que vous avez des accès à distance? Est-ce que vous imprimez des CY? Euh, est-ce que vous avez seulement des desktops et pas des laptops? Toutes ces affaires-là changent la portée du travail à faire. Puis aussi, pendant la semaine d'audit, si vous n'imprimez pas, il y a des fortes chances que les auditeurs ne viennent pas sur site. Ils réservent toujours le droit de venir, mais normalement, si vous n'imprimez pas, ils ne vont pas venir sur site aussi. Donc, être sûr que le scope est bien défini, comme on a discuté un peu avant, les auditeurs veulent voir que vous connaissez votre scope et aussi ça va nous donner un bon plan pour finaliser le projet aussi. On voit quelques scénarios parfois se dérouler. Parfois, les clients ont pas nécessairement des CY en leur possession aujourd'hui. Donc, comment ils vont gérer ces données-là reste un défi. Si c'est pas très bien défini, comment ils vont se dérouler leur opération autour de ces projets-là. Ou un autre, c'est un manufacturier qui est dans le domaine depuis plusieurs années. Ils ont des centaines ou des milliers de fichiers qui ne sont pas nécessairement bien identifiés. Donc, faire l'organisation un peu au niveau des données pour s'assurer que c'est bel et bien les CY qu'ils ont en notre possession, qui sont bien classifiés. Donc, ça, c'est deux éléments qu'on voit, qu'on travaille avec souvent avec les clients dès le début du projet pour s'assurer que c'est bien identifié. Donc, des sessions de formation, etc., pour s'assurer que tous les joueurs au sein d'une organisation que ça impacte sont en mesure d'identifier c'est quoi les CY, puis par la suite, on peut s'assurer de bien protéger ces données-là. Donc, on a touché sur plusieurs aspects, Chris. Peut-être faire un petit survol en général. Oui, les outils et les technologies, c'est important. Par contre, il n'y a pas un one size fits all non plus. Donc, quand on pense aux technologies, qu'est-ce que sont les éléments, les grandes lignes que c'est critique pour avoir en place? Oui, donc ici, ce n'est pas toutes les technologies qui sont nécessaires pour CMMC, c'est celles qu'on voit que les entreprises ont beaucoup de problèmes avec. Donc, MFA, ici, demande pas juste un MFA avec un PIN code qui est le même à chaque fois. Ça doit être quelque chose qui change. Donc, quelque chose comme Microsoft Authenticator, Duo, biométrique aussi, ça marche. Mais ça doit changer à chaque fois. Euh, les EDR, c'est toujours comme ça, c'est EDR installé, pas géré, pas bien configuré. Beaucoup de configurations.
beaucoup de groupes de sécurité qu'on voit vraiment dans votre Active Directory, que tout le monde a accès à tout, ou vous n'avez pas de groupe du tout, tout le monde sont des admins. On a déjà vu ça dans le passé. Tout le monde est un admin, il a accès à tout. Euh, dans la surveillance de votre réseau, vous avez les outils, mais il n'y a pas une équipe en arrière qui ferme qui ferme les alertes qui rentrent, qui n'ouvrent pas des tickets, qui ne prend pas des alertes en charge. Ça rentre aussi avec les journalisations centralisées. Normalement, c'est fait sur votre device, sur votre actif, mais il n'est pas envoyé quelque part centralisé. Puis ça, c'est un requis du CMMC. La capacité de réponse des incidents, c'est première question qu'ils vont vous demander dans le 3.6.1a. C'est votre capacité de répondre aux incidents. Donc, être sûr que vous avez un bon plan d'incidents, puis vous avez une équipe qui peut gérer des incidents si ça arrive. Puis le dernier, c'est le chiffrement. Ici, dans le portail du CMMC, il demande que votre chiffrement soit FIPS 140-2 ou 3 validé. Donc, c'est une encryption qui est mandatée par le CMMC. Donc, juste BitLocker normal ne marche pas. Vous devez activer le mode FIPS. Il y a beaucoup de chiffrements qui ne sont pas considérés comme FIPS. Il y a une autre certification que ces entreprises-là doivent faire pour valider que leur chiffrement soit FIPS. Donc, je pense que ce que je retiens de ce que tu as mentionné, oui, les outils sont importants, mais c'est encore plus important d'avoir euh, une équipe qui gère et opère tous ces outils-là pour s'assurer la conformité, que ce soit bien géré et configuré pour que ce soit conforme. Tu as parlé, tu as touché sur plusieurs de ces éléments ici. Peut-être rapidement, Chris, tu sais, sur les documents que les auditeurs vont vouloir voir ou sur lesquels ils passent le plus de temps. Je sais que le SSP, c'est un aspect critique. Où est-ce qu'on travaille le plus avec les clients sur les documents? Donc, SSP, c'est le premier document que les auditeurs vont regarder. C'est le document qu'ils vont utiliser comme référence pour tout ce que vous dites pendant la semaine de la certification. Donc, c'est très important que ce document-là est conforme à tous les objectifs du CMMC. Donc, ce n'est pas juste les 110 contrôles, mais les sous-contrôles ou les assessment objectives. Il y en a 320. Donc, si vous manquez un dans votre SSP, il est automatiquement écrit comme un gap. Donc, être sûr que votre SSP est très, très bien fait, il est très, très détaillé. C'est le document que les auditeurs vont avoir ouvert pendant toute la semaine pendant la certification. Après ça, c'est vraiment les politiques. Les politiques SSP doivent dire les mêmes choses. Si votre SSP dit que vous limitez les tentatives d'accès à 10, mais votre politique dit 5, mais là, il y a un écart. Donc, les auditeurs pensent que vous ne connaissez pas votre environnement, donc c'est un échec. Donc, être sûr que les politiques, les procédures sont les mêmes que le SSP. Après ça, c'est les évidences. Les évidences doivent aussi dire la même chose que le SSP et les politiques. Donc, si c'est 5 tentatives dans le SSP, dans la politique, puis votre GPO dit 12, c'est pas bon. Même si c'est moins, on va dire que c'est à 3, puis c'est même meilleur que ce que vous dites dans vos politiques, c'est aussi un échec. Ils pensent que vous ne connaissez pas votre environnement pour protéger des CY. Donc, on voit l'aspect de la documentation est très important pour les audits de conformité. On a discuté de l'aspect technologique aussi. Donc, c'est sûr que quand on considère les actifs qui peuvent être considérés ou classés comme des actifs CY, souvent on voit que les organisations travaillent avec des partenaires. Donc, dans le monde de CMFC, on parle de ESP ou External Service Provider, des fournisseurs de services externes. Donc, l'obligation pour les ESP qu'ils soient conformes au NIST, pas nécessairement certifié CMMC niveau 2. Par contre, pour les fournisseurs qui le sont, ça preuve
qu'ils ont les capacités nécessaires pour aider une organisation qui connaissent très bien les normes, ils ont suivi l'audit eux-mêmes et ils sont conformes. Ce que les ESP gèrent ou opèrent pour vous peuvent rentrer dans le périmètre ou le scope du CY. Donc, c'est très important de valider au niveau de vos fournisseurs s'ils sont conformes NIST, s'ils sont certifiés CMMC niveau 2. Il y a un site web dédié aux fournisseurs de services qui sont certifiés CMMC. La dernière fois que j'ai vérifié le site, je crois que StreamScan, on est le seul fournisseur de services externe au Canada qui est certifié CMMC niveau 2. Donc, l'aspect critique, quand vous évaluez les ESP avec lesquels vous travaillez, il y a quelque chose qui s'appelle la matrice de responsabilité partagée, qui c'est un document critique pour les évaluations aussi. Donc, essentiellement, c'est un document il définit clairement qui est responsable de plusieurs aspects au niveau de la conformité, que ce soit la gouvernance, la surveillance, les chiffrements, la réponse aux incidents, etc. Donc, ça, c'est un document que StreamScan fournit aux auditeurs pour les clients avec lesquels qui travaillent avec nous, où est-ce qu'on gère certains éléments de leur sécurité infrastructure au sein de notre SOC, que ce soit avec nos outils ou la leur. Chris, je sais que tu as travaillé sur ce document-là. Qu'est-ce qui est peut-être l'élément critique à retenir? Ouais, c'est bien documenté ce que votre ESP ferme ou prend contrôle. C'est très important pour les auditeurs pour voir quelle évidence aller regarder. Donc, si votre ESP fait la gestion on va dire, de vos journaux, mais ce n'est pas votre responsabilité de fermer ce contrôle-là, c'est la responsabilité de votre ESP de le faire. Donc, vous devez avoir ce document-là qui explique exactement ce que votre ESP fait comparé à ce que vous faites. Les auditeurs vont regarder ça pendant la semaine de l'audit, même avant la semaine. Ils vont vous demander des questions là-dessus. Puis, c'est la responsabilité de votre ESP de fournir des évidences pour montrer ce qu'ils font pour fermer ce contrôle-là. Et une recommandation autour de ça, c'est pas d'attendre la semaine d'audit non plus pour valider ça avec vos fournisseurs, c'est les demander en amont, même dès le début du projet, pour s'assurer que vous travaillez avec les bons partenaires. Donc, StreamScan, de notre côté, on a mentionné, on est certifié niveau 2. Donc, notre certification recouvre tous les aspects de notre organisation, que ce soit notre service SOC, les outils qu'on déploie chez les clients, notre service de réponse aux incidents, essentiellement tous nos processus internes et nos contrôles de sécurité qui ont été validés, certifiés. Donc, avec les certifications, on a un pourcentage de réussite de 100%. Jusqu'à date, on a fait 5, plus la nôtre, dont un avec Maya HTT, l'entreprise québécoise qui travaille avec 20 des plus gros manufacturiers en aéronautique à travers le monde. Et on a plusieurs audits aussi qui commencent, d'ailleurs, une cette semaine et dans les prochaines semaines. Alors, on a plusieurs références clients, CMMC avec lesquels on a travaillé. Il me fera plaisir de vous mettre en contact si vous êtes intéressé à travailler avec nous pour avoir une meilleure idée de comment on travaille avec ces gens-là au sein des projets de conformité. Puis juste faire un petit résumé rapidement sur StreamScan, comment on peut vous aider. Donc, on a plusieurs modèles sur lesquels qu'on peut vous aider. Il y a la consultation traditionnelle, je te dirais la majorité de nos projets au travers des dernières 4 années se sont reposés. C'est un travail qui est spécifique à chaque organisation. Et donc, ceci étant dit, généralement, ça prend un peu plus de temps. Ça peut entraîner un peu plus de coûts aussi. Dernièrement, avec notre expérience sur les types de projets, ce qu'on voit chez les clients et qu'est-ce que les C3PA demandent, on a créé quelques alternatives qui peuvent accélérer les projets. Donc, on parle de réduire le scope, on parle d'une enclave, que ce soit cloud ou on-prem dans votre réseau, où est-ce qu'on déploierait un outil pour stocker ces CY-là, où est-ce qu'on définit exactement c'est quoi le périmètre. Donc, dans ces cas-là, on peut accélérer
les temps nécessaires pour être conforme. On peut fournir un peu plus. Essentiellement, on prend en charge plus de responsabilités, les politiques, parce que StreamScan est responsable. Donc, ça, on parle dans Enclave. Mais aussi, qu'est-ce qui est critique, c'est la surveillance active et continue pour la CMMC. Donc, on a un service MDR qu'on gère vos outils ou les nôtres, qui est conforme pour la CMMC, que plusieurs organisations, encore une fois, rattachées au problème qu'on a mentionné, ils ont peut-être les outils en place, mais ils ne sont pas gérés. Donc, on peut vous aider sur cet aspect-là. Puis, au niveau des projets, on peut vous aider sur l'aspect technologique, on peut vous aider sur l'aspect des politiques, toute la documentation qui est nécessaire pour mettre en place. On peut faire ça pour vous. On a aussi une plateforme pour suivre le projet, partager des informations au niveau d'un projet CMMC. On a des services avec lesquels on peut vous aider à maintenir la certification. Donc, la certification est bon pour 3 ans. Il y a des activités à faire chaque année, un tabletop incident response, soumettre votre score SPRS, revoir toutes les politiques. Donc, c'est tous des éléments sur lesquels on peut vous supporter. Puis, dernièrement aussi, on a créé un programme de gestion des risques relié à la chaîne d'approvisionnement. Donc, on voit plusieurs entreprises qui travaillent avec des sous-traitants avec lesquels ils partagent les CUI. Donc, c'est leur responsabilité, puis c'est critique que les entreprises avec lesquelles ils travaillent et qui partagent les CUI, qui sont conformes aussi. Donc, on peut vous aider sur cet aspect-là. Donc, Chris, rapidement, dans les grandes lignes, qu'est-ce que les éléments clés à retenir sur qu'est-ce qu'on a parlé aujourd'hui? Oui, donc vraiment définir votre périmètre, donc votre scope. C'est vraiment cette partie-là qu'on va débuter ce projet. On veut être sûr que c'est pas juste nous, mais vous connaissez qu'est-ce qui est dans le scope, qu'est-ce qu'on va travailler là-dessus. On veut être sûr que c'est bien configuré. On veut être sûr qu'on a notre bon flow de CUI parce que c'est très important pour ces auditeurs-là, pour ce premier meeting, quand on vous met en contact avec un auditeur. Pour moi, le scope il est très, très important pour définir le projet, puis aussi vous donner un bon estimé de combien de temps ça va prendre, puis quand vous pouvez être conforme. L'autre, c'est de choisir un partenaire qui pas juste connaît votre environnement, mais aussi connaît CMMC, puis comment ça marche, puis qu'est-ce que les auditeurs veulent, puis comment passer une certification. C'est une grosse certification, c'est une longue certification. Tu veux pas recommencer quand vous pensez que vous êtes à la fin de ce projet-là. Merci, Chris. Donc, ça conclut la présentation aujourd'hui. Merci pour votre intérêt et participation. Si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre à cmmc@streamscan.ai. Vous avez notre numéro de téléphone ici, nos coordonnées pour nous rejoindre. Donc, il nous fera plaisir de répondre aux questions que vous avez au niveau de vos projets de conformité. Je ne vois pas de questions ici dans le chat, donc gênez-vous pas si vous en avez une. Puis aussi, vous avez dit, on va faire un webinaire prochainement le 17 février qui va être sur les défis en TI et technologie opérationnelle à considérer pour cette année. Puis qu'est-ce que ça prend pour sécuriser vos opérations. Donc ça s'en vient le 17 février. On fera un suivi avec vous avec une copie de la présentation aujourd'hui, aussi un replay du webinaire et bien sûr le lien d'enregistrement pour ce webinaire-là si vous désirez participer. Donc, merci beaucoup pour votre attention aujourd'hui. Comme j'ai mentionné, si vous avez des questions, vous savez où nous trouver. Il nous fait plaisir de vous supporter dans votre projet. Merci beaucoup. Merci.